Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la discrimination et la désinformation liées à la COVID-19. Je me présente, je m'appelle Roy Chang et je suis agent de recherche et de communication du CROR. Je suis également un des co-organisateurs de cette activité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le troisième webinaire en français intitulé Dénoncer les crimes et le discours haineux en ligne relatif à la COVID-19. Protéger les droits des Canadiens asiatiques. Dans ce webinaire, nos invités vous présenteront leur expérience et leurs perspectives sur les crimes haineux, notamment ceux qui ciblent les communautés asiatiques depuis l'apparition de la COVID-19. La discussion portera également sur le discours haineux qui mène à de la violence et à de l'extrémisme et comment nous devrions réagir face à cette réalité. Nos invités sont Fadi Daguerre, premièrement directeur du service de la police de l'agglomération de Longueuil. Lauréat de la médaille de la paix du YMCA, Fadi Daguerre est au service du SPVM pendant plus de 25 ans et occupe le poste de directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil depuis 2017. Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Louis Audet-Gosselin est actuellement directeur scientifique du CPRMV. Il est responsable de l'équipe chargée des contenus scientifiques, des projets de recherche, de la veille de la publication scientifique et du développement stratégique du centre. Et enfin, Maître François Beauregard, avocat à la Commission canadienne des droits de la personne. Maître Beauregard travaille au sein de la division des services juridiques de la Commission canadienne des droits de la personne à titre d'avocat. Avant cela, il était conseiller principal des politiques à la Commission. Je vais maintenant laisser la parole à M. Founimi, directeur général du CROR, qui agira à titre de modérateur pour cette discussion. Monsieur Daguerre, pouvez-vous nous définir ce que c'est un crime haineux et en d'autres termes, à quel moment un acte haineux devient une infraction criminelle ou ça devient un crime haineux? Alors, pour la définition, c'est une infraction motivée par des préjugés ou de la haine fondée sur des facteurs tels que la race, le sexe, l'origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, l'âge, la déficience mentale même, le physique et l'orientation sexuelle de la victime. C'est une définition qu'on avait établie dans le passé, puis elle tient encore cas. On va donner quelques exemples de crimes haineux parce que parfois on a une confusion entre crime haineux et incident haineux. Je vous avoue franchement que les deux sont aussi dommageables. Le crime haineux, c'est plus des exemples comme des graffitis provocateurs, de Klan, des croix gammées, un cochon sur la bordure de la porte d'une mosquée. Là, on est vraiment dans le crime haineux. Et il y a au niveau du code criminel des accusations qui se font, mais il y a très peu d'articles qui couvrent cet aspect-là du crime haineux. Maintenant, l'incident haineux, et souvent, c'est ce à quoi on est confronté, et les citoyens sentent ou pensent que nous pourrions accuser quelqu'un au niveau de l'incident haineux. L'incident haineux n'est pas criminel. Toutefois, il est extrêmement important de le rapporter parce que l'incident haineux est un peu les frictions de la communauté sur le terrain, des gestes très insidieux qui font en sorte que vous vous sentez exclu automatiquement et jugé et vivre des préjugés, mais sans un acte criminel. Mais c'est aussi dommageable. C'est-à-dire, arrive un événement malheureux comme la COVID avec la communauté asiatique, lorsqu'on a dit que ça venait, exemple, de la Chine, spontanément, plusieurs milieux ont regardé, ont observé cette communauté-là et l'ont ciblée avec des jugements, avec une stigmatisation systémique. Et là, on a réalisé tout de suite, oh là, attendez un peu, là, ce peuple-là, il va vivre une stigmatisation durant toute la pandémie. Et ça, pourtant, il n'est pas un crime, mais c'était très insidieux, très sournois comme regard que la communauté pouvait recevoir à ce moment-là. Et c'est là que c'est important de déceler qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour pouvoir agir en amont, sensibiliser la population, sensibiliser la majorité en ce qui concerne de ce que vive la minorité. Et il y a une différence à faire. Il y en a une qui est accusable, comme le crime haineux, mais l'incident haineux n'est pas accusable, mais c'est très important de savoir qu'elle existe. Il faut la rapporter pour que les autorités puissent agir en amont avant. D'accord. Vous dirigez un corps de police de l'agglomération de Longueuil qui a une population très, très multiethnique et Oui. très diverse au niveau social, au niveau économique, au niveau ethnique. Pouvez-vous nous dire un peu
les interventions de votre service auprès des communautés, notamment en ce qui concerne les actes haineux ou les crimes haineux, et aussi quels services que vous pouvez offrir à des personnes qui peuvent être victimes ou qui peuvent être témoins des actes ou des crimes haineux. Bon. Premièrement, il s'agit de stratégies de concertation partenariale. Un service de police tout seul ne peut pas faire grand-chose. Je donne un exemple très concret. Lorsque la pandémie a commencé, à peine elle avait commencé en février 2020, rapidement, nous sommes joints en partenariat avec les commissions scolaires. Et on leur a demandé aux commissions scolaires s'ils voulaient s'engager avec nous à communiquer à la population majoritaire ce que nous anticipons que, exemple, la communauté asiatique va vivre au niveau de tout ce qui est l'exclusion et les regards d'incidents haineux. Et ce qui a été fort intéressant, c'est que les commissions scolaires ont immédiatement embarqué avec nous. Alors, on a sorti des communiqués avisant la majorité qu'il ne s'agit, on ne va pas tolérer une quelconque intimidation ou des incidents haineux envers la communauté asiatique. Du coup, la population avait été avisée en amont, avant que ça commence, en février. Donc, on a été très proactif là-dedans. Et en même temps, la population asiatique, on s'est mis en lien avec eux. Dans un groupe communautaire que nous avons, exemple, à Brossard, je vais vous trouver le nom. Il était où mon nom? Je l'avais ici tantôt. Je vais vous revenir là-dessus sur le nom. Mais on est entré en lien avec le milieu communautaire asiatique pour leur dire le soutien que nous leur offrons. Que si moindrement ils vivent des moments difficiles, des moments d'ostratisation ou d'exclusion, il est extrêmement important de nous appeler. Donc, on a communiqué bien sûr nos coordonnées sur Facebook, sur les médias sociaux. On s'est positionné immédiatement comme corps de police, une institution québécoise qui dénoncerait s'il arriverait une stigmatisation envers la communauté asiatique. Donc, je pense que c'est important, autant le service de police qui prend une position, mais avec les partenaires, avec les milieux scolaires. Tout le monde a pris une position commune pour éviter qu'il y ait un dérapage au niveau de la communauté asiatique. Surtout que c'était elle qui était ciblée en partant par les médias qui parlaient de la Chine, de la Chine, de la Chine, puis on sentait qu'il y allait y avoir une répercussion dans la communauté. D'accord. Vous savez on parle de communauté asiatique, mais en fait, on parle surtout des communautés chinoises. Il y a aussi des communautés vietnamiennes de diverses origines. Est-ce que vous avez constaté des barrières culturelles et linguistiques en, disons, servant ces personnes-là et comment qu'on répond à leurs besoins au niveau culturel, au niveau linguistique? Vous avez absolument raison, on a rencontré des grandes barrières, mais bien avant la COVID, on en avait des barrières avec la communauté chinoise, vietnamienne, diverses communautés asiatiques. Il y a deux aspects. Premièrement, c'est avoir des policiers qui parlent le mandarin et parlent certaines langues asiatiques. Et deuxièmement, et ça on les a, on l'a au niveau du SPAL, et aussi s'allier avec des leaders de la communauté asiatique qui, eux, font la passerelle avec nous, qui, eux, font le lien avec la communauté. Donc, il est extrêmement important d'avoir des comités de vigie, que j'appelle, des comités qui sont là, pas en temps de guerre, mais en temps de paix. Parce que quand la guerre va arriver ou le dérapage, on est déjà prêt, on a déjà préparé les terrains d'entente avec la communauté. Donc, il s'agit de deux choses. Avoir du personnel ouvert à comprendre la communauté, puis qui parle la langue aussi, mais aussi s'allier à des leaders de cette communauté-là qui vont faire le lien avec leur population. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a des besoins particuliers pour les communautés asiatiques quand ils sont victimes d'actes de criminels comparé à d'autres groupes? Dans d'autres villes canadiennes, les gens disent souvent que les communautés asiatiques ont toujours une certaine hésitation. Ils hésitent d'appeler la police, d'en parler publiquement, par exemple. Est-ce que vous avez constaté un peu cette réalité-là ou... Oui, je l'ai, cette réalité. C'est vrai que la communauté asiatique, elle est plus secrète, elle est plus renfermée sur elle-même, elle est plus en groupe. Mais je vous avoue, franchement, pour avoir vécu une ancienne expérience lorsque j'étais au SPVM auparavant, lorsque des policiers et des partenaires se concentrent sur la communauté, c'est-à-dire qu'ils se spécialisent dans cette communauté-là, doucement, doucement, les portes s'ouvrent. Donc, la grande constatation, je vous dirais, c'est oui, en effet, les premières approches sont plus difficiles,
Les gens sont beaucoup plus renfermés, ils ont peur, il y a une confiance, autant envers la police, mais aussi perte de lien de confiance de la famille, le jugement de la communauté. Ils ont extrêmement peur de voir comment ils vont être jugés. C'est un milieu, entre eux, ils se respectent énormément. Donc, trahir en quelque part la communauté en dénonçant quelque chose, ou ça leur fait extrêmement peur. Mais si vous mettez des acteurs clés dans cette communauté qui sont avec eux au quotidien, là, ça va faire une différence parce qu'au fur du temps, à un moment donné, les langues se diluent, puis on est capable de discuter des enjeux profonds et qu'il y a dans cette communauté-là. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que les stratégies gagnantes sont bâtir des ponts, Oui, cultiver le lien, établir des relations étroites et travailler avec confiance. oui, et je rajouterai surtout, ne surtout pas faire toutes ces choses-là quand c'est en train de mal aller. Il faut les faire bien à l'avance, pendant des années. Parce que le jour où ça va mal aller, les gens vont vous parler ouvertement parce que ça fait des années que vous êtes avec eux. Et non pas par opportunisme. Ah, c'est en train de déraper, ben, tout à coup, je vais bâtir des ponts. C'est pas le moment, c'est trop tard. Parfait. Quel conseil ou quelle suggestion pourrez-vous donner à une victime ou un témoin d'un crime haineux en tant que service de police ou en tant que directeur de police? Quelle suggestion pourrez-vous donner à un citoyen? Mais la plus grande des suggestions que je peux lui donner, c'est ne surtout jamais sous-estimer, c'est que la parole qu'il va prendre, s'il prend la parole pour pouvoir dénoncer qu'est-ce qu'il vit, ne jamais sous-estimer l'impact que cela pourra avoir par la suite, dans le bon sens du mot. Les gens pensent que ça ne sert à rien de dire que j'ai reçu un regard. Je donne un exemple, une femme voilée en train de marcher dans une épicerie et la personne crache à terre quand elle la voit. Eh bien, ça, c'est pas anodin. Et justement, ça arrive après 2, 3 semaines d'un attentat qui a eu lieu en Europe. Et c'est une personne qui est d'un extrémisme musulman qui a commis l'attentat. Et tout à coup, une femme voilée de Longueuil se fait interpeller de manière bizarre par des regards, par des crachats. Ne surtout pas sous-estimer cela et de faire confiance au système. Oui, et le système n'est pas parfait, mais il est là quand même. Puis il réussit des bonnes enquêtes. Alors moi, je dirais de faire confiance au système. Donc, ne pas hésiter à contacter la police. Surtout pas hésiter. Puis, si moindrement, pour toutes sortes de raisons, j'espère que ça n'arrivera pas, qu'un service de police comme le mien n'arrive pas à bien répondre adéquatement, mais d'aller encore plus loin et de vraiment sonner à la porte de la police à plusieurs reprises. On va y répondre, c'est certain, en espérant de bien y répondre en premier lieu. D'accord. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à M. Gosselin qui va parler un peu le portrait de mouvement de tout le climat, entre autres les groupes de haine. D'abord, ce serait bien que vous décriviez un peu ce que fait votre centre parce qu'il n'est pas toujours très bien connu, comme un service de police, par exemple. Pouvez-vous nous Oui, décrire ce que fait votre centre? effectivement, notre centre donc, est spécialisé, comme son nom l'indique, dans la prévention de la radicalisation menant à la violence, mais aussi la prévention des actes à caractère haineux. Donc, M. Daguerre a bien décrit la distinction entre les crimes et les incidents haineux. Donc, on travaille là-dessus dans la prévention. Et donc, on fait de l'éducation, donc à tous les niveaux, au grand public, à des milieux spécifiques. Et on fait aussi de qu'on appelle l'accompagnement communautaire. Donc, certains milieux ou certains individus qui sont aux prises avec des enjeux de radicalisation menant à la violence, donc soit qui sont dans un processus de radicalisation ou qui constatent des comportements inquiétants dans leur entourage, mais on peut accompagner ces gens-là pour leur fournir des ressources, les mettre en lien avec des ressources appropriées. Et donc, on est un peu une troisième porte à côté des services policiers et des services de santé pour faire de la prévention dans ce domaine-là. D'accord. Quel est votre constat de la situation disons, des crimes haineux ou des groupes ou des discours haineux au cours de ces derniers mois, surtout depuis la pandémie? On constate effectivement qu'il y a une augmentation. Donc, effectivement, la communauté asiatique a été
particulièrement ciblés par des actes à caractère haineux. Ce qu'on remarque et ce qui est désolant avec ces actes, c'est que la très grande majorité ne sont pas rapportés. Donc, on ne sait pas exactement combien il y en a. Les membres des communautés victimes de ces actes-là peuvent témoigner de nombreux actes, mais dans les statistiques, c'est toujours difficile. Au Canada, on constate dans les dernières années, il y a une certaine augmentation des crimes haineux. C'est les seules données sur lesquelles on a des statistiques. Mais on ne sait pas s'ils sont plus rapportés ou s'il y en a vraiment plus. Voilà, mais c'est clair que le contexte de la pandémie a un peu exacerbé certaines tensions et on constate plus d'incidents. Récemment, on parle beaucoup, entre autres, de la radicalisation, d'extrémisme, surtout avec des mouvements comme QAnon et Proud Boys, surtout en ligne. Est-ce que vous avez aussi des constats par rapport à ce phénomène qui est de plus en plus, disons, évident? Effectivement, à l'accompagnement au centre, dans la dernière année, on a vu un nombre accru de demandes liées à ces mouvements-là. Donc, parfois d'extrême droite, parfois plus conspirationnistes, disons, autour de la pandémie, mais qui sont parfois animés par les mêmes personnes ou par les mêmes groupes. Et oui, c'est une inquiétude qui est grandissante, qui s'ajoute aux autres tendances extrémistes qui sont là. Donc, quand des personnes à travers le Québec qui peuvent voir ce genre de discours, d'actes haineux en ligne ou de manifestations de groupes haineux, est-ce que les gens peuvent vous contacter ou quel service vous pouvez donner à ces personnes-là? Absolument. On ne remplace pas service policier, et donc on n'est pas un organisme de dénonciation. Donc, on a une ligne Info Radicale. On peut nous contacter par téléphone, par Internet pour signaler. Signaler, ce n'est pas le bon terme, hein, parce que on ne va pas intervenir, on ne va pas aller chez les gens, on ne va pas arrêter les gens, mais on peut orienter les gens vers les ressources appropriées. Donc, on est très présent dans les milieux communautaires. On peut encadrer les demandes, on peut les amener vers les ressources qui sont les mieux placées pour répondre aux besoins. Que ce soit les services policiers, que ce soit les services de santé ou différents organismes communautaires. Dans le cas des actes haineux, beaucoup de groupes contre la haine qui sont actifs dans différentes régions. Donc, on peut orienter les gens vers ces ressources-là et accompagner. On a donc des accompagnants qui peuvent faire un suivi régulier des gens pour leur offrir le soutien approprié. D'accord, donc je présume que vous êtes proche des services de police, vous travaillez de près avec les organismes communautaires, aussi avec les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, des intervenants de première ligne. Absolument, absolument. Donc, on est un peu à une position de carrefour entre ces différents services-là. Nous, on a vraiment une spécialisation autour de la radicalisation menant à la violence et des actes à caractère haineux. Dans ce champ-là, on peut travailler de concert avec vraiment les différentes institutions, autant étatiques que communautaires ou autres. Avant de passer à notre prochain conférencier et personne ressource, j'aimerais vous poser une question sur aussi la croissance de ce qu'on appelle la haine en ligne. Est-ce que vous avez des constats par rapport à ce phénomène-là? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à... Qu'est-ce que le centre peut faire quand des personnes font face à ce qu'on appelle le harcèlement, la haine en ligne? C'est un problème qui est évidemment croissant depuis que de plus en plus de choses se déroulent en ligne. Donc, on a depuis
plusieurs années, là, déjà, on constate que les mouvements extrémistes se mobilisent en ligne, que l'intimidation se fait de plus en plus en ligne, que l'aspect un peu dépersonnalisé des plateformes en ligne, la possibilité d'être anonyme, ça favorise évidemment énormément la multiplication des discours haineux. Le contexte de pandémie a accru ce problème-là parce qu'évidemment, une bonne partie de nos vies ont basculé en ligne et l'isolement social que vivent certaines personnes les pousse à s'investir encore plus dans ce qu'on appelle les chambres d'écho des réseaux sociaux. Donc, dans certains cas, effectivement, il y a une grosse recrudescence. Et mais disons, la réaction à faire face à ces discours en ligne est la même que celle en personne. Il faut les rapporter, il faut les dénoncer. Et il n'y a pas un petit cas de discours haineux. Là. Comme M. Lagarde disait, chaque incident est grave. Les incidents haineux, chaque agression est douloureuse et grave, mais quand c'est un propos haineux, ça va au-delà parce que ça atteint l'ensemble d'une communauté dans son sentiment de sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les rapporter le plus possible, les documenter et pour permettre de mettre en lumière et d'agir. Après, bon, il y a la question, évidemment, là, des compagnies de médias sociaux qui ont leurs règles internes. C'est difficile là, pour les États de vraiment légiférer, mais comme citoyen, en dénonçant, en rapportant, en parlant, c'est la meilleure façon de mobiliser les communautés, puis de diminuer la portée de ces discours-là. Oui, si vous permettez, M. Némy, oui. Mais je trouve très intéressant ce que M. Gosselin amène, puis c'est un impact important. Il y a un impact individuel et un impact communautaire, collectif. Et ça, souvent, on le sous-estime parce lorsqu'on voit une croix gammée ou lorsqu'on voit un cochon devant une mosquée, l'impact sur toute la communauté est énorme. Autant, parfois, ce qui est très inquiétant, la communauté, exemple musulmane, qui a le cochon qui est devant la mosquée, eux vivent un événement extrêmement douloureux. Mais aussi, à l'autre côté, puis sûrement que M. Gosselin le vit au niveau de son centre, comment ça peut activer le groupe plus extrémiste qui, eux, veulent en faire plus encore, donc faire plus de dommages. Donc, des deux côtés, c'est désastreux comme effet. Il y a de l'extrémisme qui s'accentue, puis il y a une population qui, elle, se sent de plus en plus ostratisée. Et c'est très important de noter parce que ça a un impact individuel, mais très collectif aussi. L'effet d'entraînement, certains sont très, très mesurés et mesurables aussi, hein, des deux côtés, au niveau de la polarisation et la radicalisation. Oui. Ouais. Et je présume aussi, juste pour M. Gosselin, pour terminer avec vous, c'est que votre organisme aide aussi les gens à orienter les gens vers des services police quand il y a des choses en ligne qui peuvent devenir des actes criminels. Absolument, absolument. Donc, évidemment, on a une politique là, où on respecte la confidentialité des gens. Donc, on a une approche en accompagnement qui est similaire à celle des professionnels en santé. Mais lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a une démonstration qu'il peut y avoir un crime, là, c'est notre devoir de signaler. Et lorsqu'on nous rapporte des incidents ou des crimes. Il y a souvent des gens qui craignent d'appeler la police, qui ont peur de dénoncer, qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas nécessairement confiance en la police ou en le système judiciaire. Donc, ils sont peut-être plus à l'aise de nous en parler à nous. Mais quand ils nous rapportent des événements graves, alors on va les inciter à aller voir la police parce que c'est la façon d'obtenir des condamnations. C'est clair. Parfait. Je passe maintenant la parole à M. Beauregard, qui est avocat avec la Commission canadienne des droits de la personne.
D'abord, peut-être, merci beaucoup d'être ici, M. Beauregard d'Ottawa. Pouvez-vous nous peut-être dresser un grand portrait de ce que fait la Commission canadienne des droits de la personne de manière générale? Et après ça, on pourrait parler de votre rôle dans la lutte contre les actes haineux et surtout la haine en ligne. Oui, bien sûr. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste tout d'abord souligner que l'endroit d'où je vous parle présentement fait partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks et qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Puis, en ces temps de pandémie, puisque on se trouve tous et toutes à des endroits différents, mais je tiens à reconnaître tous les territoires traditionnels qui sont représentés ici. Donc, nous, à la Commission canadienne des droits de la personne, on a pour rôle législatif de protéger et promouvoir les droits de la personne. Donc, le volet de protection, on accepte et on traite les plaintes de discrimination des droits de la personne et on réfère les plaintes au tribunal, celles qui rencontrent certains critères. Et aussi, on a 3 nouveaux mandats législatifs depuis l'année dernière. Celle de l'équité salariale, celui de l'accessibilité et aussi le droit au logement. Quand vous parlez de l'accessibilité, ça c'est les personnes handicapées? Oui, oui, exactement. Donc, c'est tout ce qui découle de la nouvelle loi canadienne sur l'accessibilité. Et vous avez maintenant aussi la responsabilité pour, je crois que le commissaire à l'habitation ou le logement. Exactement, oui, oui, qui devrait être nommé sous peu. Oui, on a cette responsabilité-là aussi. Dans le cadre de la stratégie canadienne sur l'habitation. Donc, vous avez surtout un mandat surtout fédéral. On se concerne tout ce qui est de compétences fédérales, comme les industries bancaires, des télécommunications, de transport interprovincial, ainsi que la fonction publique fédérale. Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous dire un peu ce que fait, quel est le rôle de la Commission canadienne par rapport à la question entre la haine en ligne, parce qu'elle a une mission au niveau fédéral. Oui, oui, bien sûr. Donc, je crois que mes collègues, M. Daguerre et M. Gosselin, ont vraiment bien dressé le portrait de qu'est-ce qu'un crime haineux. Donc, pour l'objet de la discussion, c'était vraiment comme l'article 318, 319, tout ce qui est inciter publiquement à la haine ou fomenter volontairement la haine. Ce processus-là, le processus criminel, est vraiment de nature punitive qui met l'accent sur le caractère répréhensif de l'acte commis par l'accusé. La couronne, dans ce contexte, doit prouver au-delà du doute raisonnable, non seulement que l'acte criminel a eu lieu, mais qu'il y a une intention criminelle. C'est un fardeau qui est très, très lourd. Puis en plus, pour ces 2 articles, il y a une étape supplémentaire, contrairement aux autres infractions criminelles, c'est qu'il doit y avoir le consentement du procureur général des autres provinces. Lorsque la commission entrait auparavant, il y avait un autre recours à l'extérieur du cadre rigide du droit criminel qui était disponible pour les victimes de discours haineux sur Internet. Ces personnes pouvaient porter plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. En effet, avant, il y avait l'article 13 dans la loi canadienne sur les droits de la personne qui interdisait la transmission électronique de messages susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris en fonction des motifs de distinction illicite. L'article 13 offrait un mécanisme alternatif ou de rechange pour lutter contre la haine en ligne qui ne remplaçait pas, mais qui complémentait les sanctions pénales prévues au Code criminel. Ça mettait l'accent sur les conséquences de la discrimination et sur la protection et l'indemnisation des victimes de la discrimination. Il n'y a pas d'intention à prouver. Le fardeau était aussi moins élevé. Par ce mécanisme, le tribunal canadien des droits de la personne pouvait ordonner de cesser la publication de discours haineux, de fermer des sites web, fermer des blogs. Mais l'article 13 a été abrogé en 2013, puis ça a laissé un vide dans la protection contre la haine. Depuis ce temps-là, la diffusion de plusieurs formes d'expression haineuse profite de ce vide. Puis la Commission croit vraiment qu'il s'agit d'une importante lacune dans notre système juridique et réglementaire, que ce vide permet la violation continue des droits de la personne en exposant les personnes à la discrimination et au harcèlement en ligne. Ça les expose aussi à divers préjudices, tels que des sentiments de marginalisation et d'isolement de la société. Le gouvernement canadien se donne comme mandat ou comme priorité, là, entre autres, la lutte contre la haine en ligne. Il semble qu'il y a des démarches législatives au niveau de la réglementation fédérale qui se préparent à ce niveau-là. Pouvez-vous nous en parler de ces démarches du gouvernement fédéral? Oui, on peut dire que
la Commission a pris position publiquement que pour la mise en place il faut un nouveau cadre législatif proactif pour mieux protéger les Canadiens de la haine sur Internet. Il faut être clair. Les dispositions du Code criminel sont absolument nécessaires et doivent demeurer. On l'a vu que les sanctions peuvent être difficiles d'accès et sont comme relativement rarement utilisées. On pourrait les améliorer. On croit aussi que la solution, ce n'est pas simplement de ressusciter l'article 13 qu'on avait avant, parce qu'on croit qu'elle serait inefficace aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à l'époque, comme des années 2000, le problème de la haine sur Internet était beaucoup moins grand. On parlait surtout de blogs ou de sites Internet. Puis malgré ça, déjà à cette époque-là, ça montrait le système offert par l'article 13 montrait des failles importantes. Il était très lourd, il était lent, il était réactif. Il fallait que quelqu'un porte plainte et cette victime-là était souvent exposée à de la représailles des intimés. Puis, depuis 2013, la haine en ligne s'est immensément répandue, c'est exponentiel. Étant donné l'ampleur du problème maintenant, on préconise un système proactif qui imposerait les obligations aux géants du web par un cadre réglementaire. Ces obligations pourraient, par exemple, exiger la mise en œuvre de mesures réelles, efficaces, expéditives pour prévenir et éliminer la haine, aussi enlever du contenu haineux. Il faut se dire, ces compagnies ont les ressources technologiques et financières pour gérer un volume possiblement immense de plaintes. À ce cadre-là pourrait se greffer un organisme indépendant qui pourrait être en charge de vérifier la conformité par des audits. Il pourrait émettre aussi des sanctions administratives pécuniaires à ceux qui ne se confondent pas au règlement. Il pourrait y avoir des mécanismes d'appel ou de révision de décisions des compagnies pour d'enlever ou de maintenir du contenu haineux. Il pourrait aussi traiter des plaintes qui sont plus systémiques. Un cadre réglementaire pourrait également présenter des principes ou articuler des caractéristiques de la haine pour aider à définir la haine, un peu comme le fait le Tribunal canadien des droits de la personne à l'époque dans l'analyse de l'article 13. Notre présidente, Maître Marie-Claude Landry, a mentionné plusieurs fois que la lutte contre la haine va nécessiter une approche multidimensionnelle qui va impliquer un suivi, une intervention et de la prévention. En octobre dernier, comme vous l'avez mentionné, M. Némy, le gouvernement fédéral a annoncé dans son discours du trône qu'il va redoubler d'efforts pour lutter contre la haine en ligne. La Commission, on va certainement participer au débat pour assurer un plus grand respect des droits de la personne. Il semble que ce que vous avez dit, c'est que non seulement ça revient à la société civile, les organismes tels que les commissions des droits de la personne, les services de police, mais aussi les organismes communautaires, les groupes de citoyens doivent être très vigilants pour travailler avec les compagnies pour, entre autres, assurer une certaine réglementation ou l'autoréglementation pour réduire, entre autres, la haine en ligne qui peut être très, très universelle, internationale et de plus en plus difficile à cerner. Oui. Maintenant que je peux peut-être, que vous êtes les trois personnes qui travaillent, qui ont une responsabilité, qui travaillent entre autres dans la protection des droits, de la sécurité publique des citoyens par rapport à ce phénomène de crime haineux ou de la haine en ligne, surtout en temps de pandémie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses en particulier que les citoyens, la société civile, ainsi que les organismes, les intervenants peuvent peut-être entreprendre pour faire face à la haine, au racisme et même à la désinformation qui mène à la violence et à d'autres formes de haine? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures? Oui. Moi, ce que je vous dirais, si vous permettez, c'est s'il y a un moment donné où les organismes doivent être en lien avec leur communauté qu'ils desservent, si c'était nécessaire avant la pandémie, ça l'est encore beaucoup plus maintenant durant cette pandémie. Puis ça va l'être après la pandémie. Même tout l'aspect post-pandémique va être problématique. Les gens vont... il va falloir que les organismes, autant les organismes policiers et les autres institutions, mais surtout les organismes communautaires terrain, proches de la communauté, les leaders doivent sortir des lots et vraiment vont à l'encontre de leur propre communauté et les mobilisent. Les services de police comme le mien et d'autres services font un travail semblable. Il est extrêmement important pour ces services de police que se mettre en lien avec ces leaders-là. Mais ce qui est très préoccupant, dû à la distanciation,
On se perd de vue, hein, naturellement. Tout le monde se perd de vue. Il y a beaucoup moins de contact humain. Donc, on reste à distance, on fait des rencontres virtuelles. Humainement parlant, le contact nous manque. Et c'est exactement là le piège. C'est maintenant, il faut doubler d'efforts. Donc, le message que j'enverrai, c'est pour autant les chefs d'entreprise comme nous, mais aussi les chefs des groupes communautaires qui représentent le milieu de la population, doivent doubler, tripler d'efforts pour aller à la rencontre de leur communauté, saisir, sortir l'information pour qu'elle soit divulguée et envoyée au corps de police ou les autres institutions. C'est ça, je pense qu'une présence accrue en ligne permet aux citoyens ordinaires de voir, d'entendre et de vraiment de pouvoir rejoindre les dirigeants. Je crois que Madame la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne est constamment dans les communications publiques pour être une voix, pour porter un message aussi. Monsieur Daguerre, vous êtes chef de police à Longueuil. Je crois que votre visibilité est très, très marquée, remarquée aussi. Et, à part de la visibilité pour diffuser l'information, pour transmettre un message de mobilisation et de concertation, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi d'autres, peut-être stratégies, ne serait-ce que des stratégies modestes qu'on peut mettre en œuvre afin de collaborer davantage et de réduire la discrimination et la désinformation? Si je peux me permettre, il y aurait, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est vraiment d'en parler, de dénoncer à chaque niveau, à chaque acte. Il faut que ça soit mentionné, que ça soit rapporté, que ça soit documenté. Et on constate aussi que bon, les incidents haineux se nourrissent des discours plus généraux souvent. Donc, quand un discours politique ou dans les médias, quand les discours sont polarisants, ça se répercute par une augmentation des actes à caractère haineux. Donc, il y a une attention qui doit être portée chez ceux qui ont une parole publique, qui portent aux conséquences de ces paroles-là. Le directeur de guerre a mentionné quelque chose qui est très, très important auparavant, c'est le fait que son service de police a travaillé, a rejoint le milieu scolaire, les écoles où on rejoint les jeunes pour transmettre le message et aussi pour conscientiser les gens sur les enjeux. Est-ce que vous pensez que rejoindre le milieu scolaire, les commissions scolaires des écoles, même les collèges, peuvent aussi être un acteur important dans cette mobilisation collective? Ben, je ne pense pas qu'ils peuvent, ils le sont. Ils sous-estiment l'impact qu'ils ont. Ils le sont et ils doivent continuer à l'être. Mais pour revenir sur votre exemple des actions plus modestes, je pense que c'est important et je réalisais quand vous en parliez du rôle et responsabilité de chacun des intervenants dans son quotidien. Son regard doit changer. Son regard doit évoluer. Son regard doit être beaucoup plus sensible, doit saisir ce qui se passe sur les médias sociaux, ce qui se passe dans la communauté. Donc, dans son intervention au quotidien, que ce soit un professeur, que ce soit un policier, que ce soit un travailleur social, peu importe. C'est une conscientisation collective, des petits gestes. Prendre le temps de saisir certaines choses, certains signes, pour pouvoir les rapporter par la suite. Donc, il y a un aspect, oui, vous avez raison, plus leadership, plus de visibilité de certaines institutions, mais il y a le quotidien modeste où on peut faire la différence, mais il faut prendre le temps de prêter le regard là-dessus. Et souvent, on ne saisit pas ces subtilités-là parce que la communauté n'en parle pas, donc tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Il faut prendre le temps de poser des questions. Surtout pour les parents. Oui. Les parents qui parfois ne sont pas toujours au courant de ce que regardent leurs jeunes sur Internet. Et c'est sur Internet qu'on parle beaucoup de messages parfois haineux, de messages extrémistes, sans s'apercevoir. Sans savoir que ces messages proviennent des groupes extrémistes. Je suis sûr que M. Gosselin, il le voit avec son équipe, il le voit au quotidien, ce genre de subtilité dans les médias sociaux. Oui. Absolument. Donc, effectivement, chaque citoyen de se renseigner sur
sur la haine, sur les discours haineux, sur essayer de comprendre ce qui se passe, de savoir effectivement sur les réseaux sociaux, il y a des références, disons, qui sont très changeantes, qui sont un peu cryptiques pour le non-initié. Donc, ça vaut la peine pour tout le monde de se renseigner, effectivement, pour pouvoir agir, pour pouvoir identifier des discours qui sont plus problématiques. Si je peux me permettre, M. Chimi, il y a aussi pour les parents et pour les amis ainsi que les membres de la famille, il y a aussi un changement de comportement chez le jeune, chez une personne. Soudainement, soit qu'il est sur le net, il voit des choses, puis son comportement commence à changer. Soit qu'il se radicalise, soit qu'il se victimise, mais il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut surtout pas, dans le milieu familial, dans la cellule familiale, sous-estimer, mais pourquoi mon enfant change de comportement? Il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle génération, non, il y a quelque chose d'autre. Donc, questionner, vérifier, demander conseil à quelqu'un d'autre. Parce que quand le jeune ou la jeune change de comportement soudainement, absence à l'école, beaucoup plus introverti, reste dans sa chambre beaucoup plus longtemps, tous ces comportements-là, il y a une raison à ça. On ne sait pas c'est quoi exactement, mais si on ne pose pas les questions, puis parfois comme parents, on n'ose pas. Hein. On ne veut pas déranger nos jeunes. Oh non, je ne vais pas lui parler, ça va démarrer une dispute à la maison. Mais non, au contraire, c'est nécessaire de poser des questions. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire, M. Beauregard ou M. Gosselin? Oui, en fait, je voulais juste renchérir sur ce que mes collègues ont dit sur l'importance de la prévention, de la sensibilisation au sein de la population. C'est vraiment aussi central dans la position que la Commission a prise sur le rôle que le gouvernement devrait jouer dans la lutte contre la haine et aussi dans les travaux dans les mois à venir sur l'élaboration de nouveaux cadres législatifs. On croit vraiment qu'en tant que société, il faut s'assurer que l'éducation et la formation à tous les niveaux, y compris en ligne, aborde le sujet de la haine, des discours haineux, et encourage la pensée critique et l'engagement social. Oui, c'est très bien. Je vous cède la parole, M. Gosselin. Est-ce que vous avez le dernier mot? On arrive un peu à la fin. Donc, je vous invite, parce que vous mobilisez les gens à l'échelle du Québec et vous rassemblez beaucoup de milieux avec vos interventions. Allez-y. Oui, donc effectivement, je peux juste surenchérir sur ce qu'on a dit depuis le début. Les incidents à caractère haineux peuvent sembler anodins parfois. Quand on est de l'extérieur, on ne comprend pas nécessairement toute la portée, tout le dommage que ça peut faire. Donc, c'est extrêmement important d'en parler, de les rapporter, de s'éduquer sur ces comportements-là et d'appeler soit la police quand c'est nécessaire, de mobiliser les organisations communautaires, ou appeler le centre de prévention de la radicalisation si vous avez des questions sur justement le comportement d'une personne autour de vous ou certains actes, certaines références, certains symboles. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est quelque chose d'haineux? Et d'avoir une attitude proactive envers cet enjeu-là, parce que c'est une responsabilité de chacun de prévenir la haine. D'accord. Surtout en temps de pandémie où les gens sont de plus en plus isolés, insécurisés, parfois aussi frustrés. Et vous savez, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on doit être très, très vigilant. Notre mission ce soir est de réunir 3 organismes très différents, mais qui jouent un rôle complémentaire. À chaque palier, au niveau municipal, c'est le service police, au niveau provincial, c'est un organisme de prévention, d'assistance et d'accompagnement des victimes de radicalisation et de haine. Et au niveau fédéral, c'est la Commission canadienne des droits de la personne. Parfois, souvent, les gens se confondent la Commission canadienne et la Commission québécoise des droits de la personne. Donc, en vous invitant à participer, on essaye aussi de démystifier un peu aussi le rôle que vous jouez respectivement
Et je crois que le fait que un chef de police, un directeur de police puisse se joindre à nous pour faire passer des messages et pour dialoguer et pour informer le grand public qui va nous suivre est très important parce qu'on ne voit pas souvent des directeurs de police qui parlent directement aux citoyens et citoyennes sur ce genre de questions. En ligne en plus, nous espérons que c'est un exercice d'information, de rapprochement entre nous, mais aussi entre vous et la population qui pourra nous suivre.